Il dit, au début, hein, quand il est venu, il a changé de bouche. Parce que nous, on savait. Quand Macron a pris son téléphone pour l'appeler, on savait déjà qu'il était en mission. Rappelez-vous, j'ai toujours dit que je donne pas cher la peau de cette collaboration entre Diomaye et Ousmane Sonko. Si Diomaye avait la possibilité aujourd'hui, je vous jure au nom de Dieu, s'il avait la possibilité aujourd'hui, avec ce qu'on lui a dit, à partir des rencontres qu'il a eues avec les chefs d'État, si Diomaye avait la possibilité aujourd'hui, il allait se démettre d'Ousmane Sonko. Mais il sait que s'il le fait, son pouvoir va tomber. Si Diomaye aujourd'hui avait les mains libres, il allait se débarrasser d'Ousmane Sonko. Parce qu'ils n'ont pas la même vision du panafricanisme. Ils n'ont pas la même vision du Sahel. Ils n'ont pas la même vision de ce que les peuples ont subi. De tout temps, quand vous écoutez Ousmane Sonko demander à la France de lever le pied sous le cou de l'Afrique afin qu'on puisse respirer, que la France arrête de voler et piller les ressources, vous avez entendu Diomaye pas parler de ça, non? Au contraire. Il a ramassé sa femme, sa première femme là, et puis ils sont allés en France. Alors, pour le ridiculiser, même pas le premier ministre, je dis bien, même pas le premier ministre de la France est allé à l'aéroport. Ce sont des petits officiels qu'il a rencontrés. Dans cette grande humiliation, il a eu la tête un peu haute quand l'ancien président, Abdou Diouf, l'a appelé, hein, pour le féliciter. Parce qu'Abdou Diouf, hein, le président de la francophonie, là, lui, il vit en France, à Paris. Donc, lui, il a reçu Diomaye avec sa femme. C'est la seule fois où Diomaye a eu la tête haute. Et quand il allait voir Macron, il n'a même pas été reçu avec les honneurs dus à son rang. C'est en cela que la télévision, la radio-télévision sénégalaise a critiqué France 24. Parce que France 24 travaille, je répète, France 24 travaille avec le narratif de l'Élysée et de Matignon. Et l'Élysée, ils ne reconnaissent pas Diomaye comme un président. Non. Puisque c'était pas leur choix. C'est pourquoi France 24 a dit, France 24 n'a même pas dit son excellence le président du Sénégal. On dit monsieur Diomaye Faye est en visite en France. C'est comme c'était un vulgaire. Un vulgaire président. Ça, c'est la France. Il était allé, je crois, pour une rencontre que vous connaissez déjà. Il y avait d'autres chefs d'État là-bas. Mais lui, en marge de cette rencontre-là, il devait rencontrer, il a fait un programme avec Emmanuel Macron. Alors si Emmanuel, et puis c'est quoi? Même le site de l'Élysée n'a même pas parlé, lui, de son arrivée en France. Il a été traité comme un petit blacko par la France. Vous avez vu sa femme? Quand, je vous ai dit ça, sa femme, quand vous regardez sa femme, quand elle descendait de l'avion, le visage de la femme était serré comme ça. C'est comme ça que mon mari est reçu en France. Lui, le gros président du Sénégal. C'est comme ça, vous avez vu le visage de sa femme, elle a souri seulement quand elle a rencontré Abdou Diouf. Parce que sa femme avait du mal à comprendre. Et regardez bien, allez prendre la vidéo, regardez encore le visage de la femme de Diomaye Faye. Comment c'était serré quand il descend de l'avion. Elle n'a rien compris. Maintenant, tu peux pas comprendre, ma soeur. Parce que ton mari est en train de trahir le combat. Alors, c'est ce Bachirou-là qui pouvait, écoutez-moi très bien, parce que moi, avant de vous faire écouter, je plante toujours le décor. C'est la pédagogie avec Keïta. Alors, le président Faure Gnassingbé n'est pas parti. Il n'a même pas envoyé son premier ministre, mais il a envoyé son ministre des Affaires étrangères à cette rencontre de la CEDEAO. Alassane Ouattara n'est pas parti, ni le premier ministre, je n'ai même pas vu un ministre d'Alassane Ouattara là-bas. Quels sont ceux qui étaient là-bas? Bassirou savait très bien qu'en allant là-bas, la mission qu'il a commencé, et puis on a commencé à l'allumer, puis il a menti pour dire que non, lui n'est pas là pour faire médiation là. On lui a dit d'aller. Il n'avait pas le choix, il est parti. Sinon, il pouvait envoyer Ousmane Sonko, ou il pouvait envoyer son ministre des Affaires étrangères, sans se déplacer lui-même. Il allait parce qu'il savait qu'on allait lui donner une mission. Il allait parce qu'il savait que quand il avait commencé quelque chose, on dit, hey,
C'est pourquoi il n'est pas allé au Niger. Parce qu'il a vu les critiques acerbes qu'on a adressées contre lui. Il s'est limité au Mali et au Burkina. Pourquoi il n'est pas allé au Niger? Posez-vous la question. Pourquoi il n'est pas allé au Niger? Comme si à toi, d'abord, bonjour ma chérie personnelle, attitrée, honorée et honorifique. La seule femme ivoirienne qui m'a pas laissé, qui me laissera pas. Bravo, champion Clem Yao. Mais il y a moi, depuis que Marie a crédit sur sa femme, mais moi, qui a crédit sur Clem Yao, Clem mon crédit là, c'est beaucoup, hein. C'est avec intérêt maintenant. Comment vas-tu, ma soeur? J'espère que tout va bien. Hein? Alors, donc, juste pour te taquiner, ma chérie. Alors, juste, regardez, Bassirou n'est jamais allé au Niger. Au Mali, on l'a recadré. Du Mali, il allait jusqu'au Burkina, on l'a recadré, mais il n'est jamais allé au Niger. Alors qu'il aurait dû aller au Niger. Il ne l'a pas fait. Alors, cette rencontre de la CEDEAO, il a été mandaté. Ce qu'on avait pressenti depuis longtemps. On l'avait dit. On avait averti. On savait que Bassirou était un traître. Un loup qui porte la peau de l'agneau. Bassirou n'a jamais été un véritable panafricain au regard des discours qu'il tient. Voilà un président qui s'arrête pour dire que le Sénégal est un grand pays au regard des grands présidents. Quels sont les grands présidents que le Sénégal a connus? À part Senghor et puis Abdou Diouf. Qui? Abdoulaye Wade? Macky Sall? Mais you can be killing me. Donc tu dis que Macky Sall a très bien fait pour jeter Ousmane Sonko en prison et puis toi-même. Mais comment toi-même, Bachirou, quand tu parles là, tu crois que les Sénégalais là, c'est l'eau qui est à la place de leur cervelle ou bien quoi? Petit Bachirou, wallah billah, tu as la déception incarnée. C'est pourquoi je t'appelle président par défaut. Tu parles, on dirait femme, alors que tu as 2 femmes et puis tu as 4 enfants. Tu es un gros gars, parle comme un garçon. Vous savez, tu parles, on dirait tu dors. Réveille-toi. Fonction de président là, c'est pas l'île de quelqu'un. Tu t'arrêtes et puis tu assumes. Mais, Bachirou, tu crois que toi là, tu peux mettre ta bouche dans notre affaire? Depuis que tu étais en prison, nous on menait notre combat ici. Maintenant, alors, je vais vous amener ici d'abord. Il dit, il faut que vous écoutiez d'abord où il est, où il est ce gars-là, mais il faut que, ok, je pense que ici, on va écouter, hein. Je vais vous amener à écouter. Et puis on va répondre à Bassirou. Pour tout faire pour éviter le retrait des 3 pays frères de la CEDEAO. Ce serait le pire des scénarios et une grande blessure au panafricanisme. Un legs des pères fondateurs que les dirigeants d'aujourd'hui ont la responsabilité. Bon, je vous en prie, hein. Ça, c'est le reportage de la radio-télévision du Sénégal. Donc, la presse sénégalaise nationale est en train de défendre le président sénégalais. Donc, ne vous laissez pas berner par les mots qu'ils utilisent ici. C'est la radio-télévision du Sénégal qui fait un reportage ici. Je vous permets seulement de comprendre ce que Bassirou a dit, et puis on va continuer. Donc, écoutez bien. Historique de sauvegarder et de transmettre aux générations futures. Et pour affirmer le lien de confiance. Sinon, aucune télévision digne de ce nom, qui a vécu ce que nous avons vécu, ne peut tenir un narratif aussi ridicule, aussi blessant, aussi ignorant. Le Sénégal fait exprès pour occulter volontairement la souffrance des 3 peuples. Cette télévision de malédiction au Sénégal, la radio-télévision sénégalaise, qui est une malédiction, parce que le président par défaut Majlan, l'indigne Bassirou, veut se mêler d'une situation dont tu ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Il va le dire, j'ai fait des visites, tu as fait une visite arrivée au Niger. Quand tu as fait une visite là, on t'a pas montré le dossier. C'est qu'on a vécu, tu as fait quoi? Quand tu es sauvé là, tu as parlé, tu as dit quoi là-bas? Donc, la télévision sénégalaise ici est en train de faire quoi? La calakou de la CEDEAO. Parce que, il faut qu'ils trouvent le narratif pour accompagner Bassirou. S'ils n'ont pas le narratif pour accompagner Bassirou, Bassirou ne sera pas ce qu'il va dire ici. Donc, on dit Bassirou, comme toi tu es nouveau, tu es jeune comme eux, on va prendre Fort Yassébé aussi,
qui est militaire comme eux, avec Faure Gnassingbé, ils ont de très bonnes relations, puisqu'ils passent toujours par le port de Lomé. Donc, Faure Gnassingbé, Faure Gnassingbé, si tu veux qu'on laisse ton port là, il faut qu'on laisse ça. Tu n'avais pas tes racontes qu'on a laissé ton port. On n'a jamais dit non à la Guinée. Hein. Tu veux nous emmerder, ton port là, tu peux prendre Faure Gnassingbé. Il faut aller demander à ton frère Patrice Talon. Son port, on a délaissé aujourd'hui. C'est que les Béninois vivent. Il a fallu 2 présidents. Même avec ça, on a imposé nos conditions avant qu'on ouvre la frontière. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, on ne va pas ouvrir la frontière. On a écouté les présidents, on les respecte. Mais il s'agit de la survie de notre nation qui est le Niger. Alors, une question existentielle. Bassirou croit que c'est un petit malentendu. Je sais pas ce gars-là, comment il a fait pour avoir ces 2 épouses-là. Vraiment, c'est que je sais pas, on dit dans le pays des aveugles, le bord des rois. Parce que moi, quand je regarde lui là, mais moi, je suis garçon, je sais même pas comment il va me convaincre. Et puis, on dit que sa deuxième femme-là, elle est fan de lui parce qu'elle le voyait, elle le trouvait trop. Bon, chacun a son goût, les goûts, c'est discute pas. Ça, c'est discute pas. On respecte le choix de chacun. Moi, on va continuer d'écouter la radio-télévision du Sénégal qui ment et qui présente la CEDEAO comme un outil véritable d'intégration. Donc, la télévision sénégalaise fait semblant d'omettre et d'occulter ce que nous avons vécu à l'intérieur de nous. Ces morts, on n'en parle pas. Ces blessures, on n'en parle pas. Ces agressions, on n'en parle pas parce qu'on veut présenter l'institution pour que les Sénégalais soient d'accord, pour que Bassirou vienne mettre sa bouche là, tordue dans notre affaire dans le Sahel. Voilà le rôle de la télévision sénégalaise. On va écouter. Comme le veut le projet de la CEDEAO des peuples, le président Faye a engagé les réformes idoines pour adapter la CEDEAO aux réalités de son temps et consolider la marche collective vers les objectifs communs. Alors que nous sommes à la croisée des chemins, le legs précieux des pionniers nous impose l'obligation de retrouver l'unité de la CEDEAO des peuples et son lustre d'antan. Il me paraît tout aussi important de renforcer nos cadres préventifs des conflits en mettant l'accent sur la concertation et le dialogue en temps de paix. La position du Sénégal est restée la même. Regardez-le, regardez comment il parle. Ah, c'est lui là, c'est un homme même. Lui là, c'est un président. Pas sur le plan de la superficie, mais sur le plan des hommes qui ont incarné les institutions, particulièrement ceux qui ont animé la diplomatie depuis l'indépendance de notre pays et qui nous ont forgé une respectabilité que nous devons préserver et à laquelle nous devons travailler pour la rendre beaucoup plus solide. Avant même de participer à une rencontre de la CEDEAO, j'ai fait le tour de beaucoup de pays membres de l'organisation, particulièrement les pays qui sont dans des velléités de départ de la CEDEAO. L'objet de ma visite a été de travailler au raffermissement des relations déjà très bonnes et conviviales entre le Sénégal et les différents pays de la CEDEAO, mais aussi de travailler à un rapprochement des positions, comme nous le savons, qui sont très distendues entre l'organisation et ces 3 pays-là. Cela a été consacré aujourd'hui dans la résolution de la CEDEAO qui a décidé de travailler à l'apaisement entre l'organisation et ces pays qui sont encore membres parce que le délai auquel leur velléité de départ doit être enterminée n'est pas encore arrivé. Entre-temps, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment dans l'État du Sahel. Et j'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis que... Alors, quand vous écoutez Bassirou, vous posez la question, est-ce qu'il a été briefé correctement? Ou bien, est-ce qu'il... Parce que pour parler d'un dossier, ou aller défendre un dossier, ou rapprocher 2 belligérants, 2 antagonistes, pour les réconcilier, pour les rapprocher, vous devrez connaître un tout petit peu ce dont il est question. Quels étaient les enjeux? Parce que pour moi, déjà, il a échoué sa mission avant même de mettre les pieds au Mali. Je répète, Bassirou Diomaye Faye
président par défaut, Magellan, le président du Sénégal, a déjà échoué avant même de prétendre venir dans nos États au niveau du Sahel. Jusque-là, il parle de position. On dit la justice commence par la réparation. La justice commence par la réparation. Pour réconcilier, il faut que celui qui a agressé reconnaisse son tort. Est-ce qu'il a été capable de tenir un discours responsable devant ses pairs à Abuja? Il n'a pas été capable le dimanche de le dire. Est-ce que la CEDEAO reconnaît son tort? Lui. Parce que quand tu dis que tu veux négocier, tu ne cherches pas à savoir qui a tort, qui a raison. Ça, c'est vrai. Mais au moins, pour avoir une petite chance de pouvoir négocier, c'est de dire la CEDEAO a été trop loin. Trouvons les moyens pour indemniser ceux qui ont subi. Parce que les décisions que nous avons prises, si tu parles de cette manière, peut-être que le Sahel, enfin, l'AES, aujourd'hui, nous on a dit que d'abord au sein de l'AES, on a dit qu'on ne ferme pas les portes, même avec la CEDEAO. La CEDEAO est obligée de composer avec nous. On est obligé de composer avec la CEDEAO. Les minimums de consensus, on les trouve. Nous ne sommes pas des ennemis. Alors, quand vous voyez ceux-là, ils disent, on va venir, mais t'as venu parler de quoi? Est-ce que d'autres a dit qu'on a parlé avec la CEDEAO? Non. Alors, une femme qui, après des années de mariage, mensonge, trahison, parce que monsieur l'a vu causer avec un de ses frères que monsieur ne connaît pas, ou un de ses cousins que monsieur ne connaît pas. Il décide de la frapper, de la brutaliser et de lui imposer toutes sortes d'actions inacceptables. Et au terme, elle décide de partir. Et puis, quelqu'un veut négocier entre vous deux. Oui, dans le mariage, Dieu même a interdit le divorce. Ouais, moi je connais la femme, on va aller en parler. Tu vas venir parler de quoi? C'est lui qui a brutalisé sa femme là. Sur quelle base il a fait? Alors que après, il découvre que la raison pour laquelle il a agi comme ça, il avait tort. Ce n'est que le frère de madame. Il s'est emporté pour lui. Maintenant, toi, tu veux venir chez nous ici. Moi, je voudrais bien savoir, tu vas nous parler de quoi? Est-ce que Bachirou, tu peux prendre la responsabilité d'indemniser les familles qui ont perdu ces 350, 340, je sais pas 300 combien, mais arrondissons à 350. Bachirou, tu peux indemniser ces familles-là? La CEDEAO, quand nous, on mène nos opérations, même quand les terroristes nous attaquent, la CEDEAO ne produit même pas un communiqué pour présenter ses condoléances ou pour soutenir nos forces armées. Simple communiqué, parce que les puissances étrangères donnent l'ordre de ne pas le faire. Est-ce que Bachirou même sait? C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce qu'ils ont fait à Tidibou. La CEDEAO, c'est un club de sorciers. Je vais vous expliquer. Je dis bien, la CEDEAO est un club de sorciers. Je répète, la CEDEAO est un club de sorciers. Quand Tidibou était dans les problèmes, il y avait des procès pour annuler son élection. Donc, tout de suite, pour mettre la pression sur les juges de la Cour suprême, il a été nommé immédiatement, pendant que des recours étaient en cours, hein, parce que les gens contestaient les résultats des élections, puisque c'était le candidat de la CIA. C'est le plus grand dealer de drogue de tout le Nigeria. Il a été épinglé aux États-Unis, on l'a laissé rentrer et il est devenu un agent de la CIA qui donne des informations aux Américains. Et c'est eux qui l'ont poussé à devenir et gouverneur de Lagos et président du Nigeria, pour avoir un contrôle, parce qu'ils ont un dossier sur lui long comme le bras. Donc Tidibou n'est qu'un ancien vendeur de drogue. Et c'est les mêmes Américains qui ont poussé la CEDEAO à faire de Tidibou le président de la CEDEAO pour empêcher que toute décision de la Cour suprême
ne vienne remettre en cause son élection. Voilà comment Tinubu est devenu président de la CEDEAO. Donc comprenez ça, c'est fondamental et c'est important. Ce n'est pas tout. Le petit président par défaut, à la recherche d'une certaine crédibilité, comme il est naïf et ignorant, pas au point que Ousmane Sonko n'allait jamais faire ce que Wallah Billah, je peux jurer. Ousmane Sonko allait faire entendre la voix du Sénégal. Si c'était Ousmane Sonko président là, il allait parler. Et il allait décliner l'offre. Mais ce petit, on lui a dit, Ousmane Sonko te fait de l'ombre. Tu as besoin de sortir de l'ombre d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, je sais que tu m'écoutes, je sais que tu m'entends. Parce qu'on m'a dit qu'on t'envoie mes choses là-bas. Je voudrais que tu écoutes, monsieur le Premier ministre. Tu es beaucoup occupé. Mais si vous écoutez, dites, passez ma vidéo au Premier ministre, qu'il regarde et qu'il écoute. On lui dit, tu es trop sous l'ombre, sous le parapluie d'Ousmane Sonko. Tu es président maintenant, sors de cela. Donc il y a des décisions irréfléchies qu'il prend. Ça est un. Il y a des présidents qui peuvent négocier. Vous n'avez pas forcément besoin. D'ailleurs, il y a 2 anciens présidents qui déjà se sont impliqués dans les négociations entre le Bénin et le Niger. Pourquoi ils n'ont pas fait appel à Nicéphore Soglo et Boni Yahi comme médiateurs? En général, c'est pas ce que les organisations font. Les anciens présidents qui ont l'expérience des négociations. Lui, il a quelle expérience de négociation? Il n'a aucune expérience de négociation. Diomaye Faye est en train d'être manipulé. Il n'a aucune connaissance des négociations. Quelqu'un qui est président, il n'y a même pas quoi. Maintenant, 100 jours, 3 mois seulement président, et c'est lui qui va venir convaincre Assimi Goïta, président, pendant 4 ans là. C'est lui qui va venir parler à Ibrahim, c'est lui qui va parler au général. Il va dire quoi? Lui, il peut nous dire quoi? Donc c'est là que vous comprenez que dans la tête de petit Keïta, ceux qui disent que Dieu n'est pas là, c'est ici que Dieu a écrit quelque chose. Laissez-moi et posez-vous la question. Dans toutes les grandes organisations internationales dans le monde, c'est toujours les anciens présidents, les anciens premiers ministres qu'on envoie parce qu'ils ont déjà l'expérience de l'exercice du pouvoir. Quelqu'un qui vient d'être à peine élu 3 mois, vous lui demandez de réconcilier une crise pareille aussi profonde et complexe. Qu'est-ce que ce petit-là peut dire là-bas? Même si on dit la sagesse n'a pas besoin du nombre d'années, je suis d'accord. Mais il y a de l'expérience en matière de négociation. Il n'a pas cette expérience. Diomaye n'a pas l'expérience. Diomaye n'a pas le charisme. Diomaye n'a pas la connaissance. Diomaye n'a pas la personnalité. Il n'a pas la probité. Il n'a pas l'intégrité. Je suis d'accord avec Ousmane Sonko, peut-être, parce que lui, c'est un homme de terrain. Il a été député. Lui, il a été élu député de quelque part. Moi, je ne sais pas s'il a été député. Mais Ousmane Sonko était député, il était maire. Ousmane Sonko a fait ses preuves. Lui, il a fait quelle preuve? Fort Yassibé, je peux accepter, je peux comprendre. Lui, là, il a quelle connaissance? Si la CEDEAO voulait réellement, la CEDEAO allait faire appel à des anciens présidents. La CEDEAO pouvait faire appel, par exemple, à Laurent Gbagbo. Oui. La CEDEAO pouvait appeler Laurent Gbagbo, qui lui-même a mené des négociations quand il a été attaqué par la rébellion. Les concessions qu'il a faites pour qu'Alassane soit candidat. Donc, il est mieux placé pour parler entre l'AES et la CEDEAO. Cela ne signifie pas que l'AES va revenir à la CEDEAO. Non, non, non. Les négociations doivent porter sur comment désormais les pays de l'AES vont collaborer avec la CEDEAO. Voilà. Mais lui, là, il a déjà échoué avant de décoller. C'est pourquoi je dis, il n'a pas la culture, ni la connaissance, encore moins l'expérience des négociations. Il a dit des choses qu'un bon négociateur n'allait jamais dire. Je vous ai dit, Keïta, c'est le baobab de Dieu, planté au sein, quelqu'un a dit l'autre jour, au sein de l'AES. En matière de négociation, les expressions que vous utilisez quand vous êtes nommé, les premières paroles qui sortent de votre bouche, les premiers propos, tout de suite sont scriptés. Nos présidents ont des conseillers, tout de suite on sait qu'il n'a pas l'expérience. Moi je ne suis pas conseiller d'Assimi Goïta, encore moins du capitaine ou du général. Mais je vous jure au nom de Dieu, si j'étais leur conseiller, déjà je vais leur dire, président, ne perdez pas votre temps, c'est pas un bon négociateur, il va nous faire perdre le temps pour rien.
il n'est pas à la hauteur. Parce qu'il a dit des choses qu'on ne dit pas. Avant de commencer une négociation, il a dit des choses qu'on ne dit pas. Et la télévision sénégalaise l'a aidé à le clouer. Parce que la télévision sénégalaise reconnaît que la CEDEAO a très bien fait. Et lui, il vient dans cette posture. Un bon négociateur. Vous avez entendu ce que Youssoupha Soglo a fait? Il a dit à Patrice Talon que Patrice Talon était idiot. Boni Yahi dit, Patrice Talon est la pire bêtise qui soit arrivée au Bénin. Voilà pourquoi le général les a écoutés. Parce que le général sait, ils savent de qui il parle, de quoi il parle. Et le général sait, s'il vient le voir, il sait qu'il peut parler avec eux. Pas parce qu'ils ont insulté Patrice Talon, pas parce qu'ils connaissent très bien qui est Patrice Talon. Les deux ont été présidents, ils savent quel était le rôle de Patrice Talon pour détruire le Bénin. Donc, le général était prêt à les écouter. Mais cela ne veut pas dire que le général allait tout accepter. Il était prêt à les écouter. Parce qu'il sait qu'ils sont sincères et honnêtes. Mais Bassirou n'est pas sincère, il n'est pas honnête. Comment on va l'écouter? Par respect peut-être pour le peuple sénégalais et Ousmane Sonko, peut-être qu'on va le recevoir. Moi, j'étais contre son arrivée au Mali. Mais le président Assimi l'a reçu. J'étais contre son arrivée au Burkina, le capitaine l'a reçu. Et je reste encore contre sa participation à ces négociations-là parce qu'il n'a pas la qualité, il n'a pas la hauteur, il n'a pas la compréhension, il n'a pas l'expérience, il n'est pas en un mot à la hauteur, il ne peut pas. Je ne dis pas qu'il n'est pas là à l'école, hein. C'est un ancien inspecteur des impôts. Il allait à l'école, il a un diplôme, il a 2 femmes, 4 enfants, il parle bien, il est président. Mais donc chez nous ici, là, il est trop petit. Il va venir nous dire quoi? Nous sommes confrontés. Il y a un sommet que nous préparons, le sommet de la CEDEAO, mais le sommet en fait de l'intégration africaine dans la... Écoutez bien, maintenant ça, je crois, c'est la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal. C'est elle qui est en train de parler, c'est pas ça? Ok, elle aussi, on va l'écouter. Sommet durant lequel nous souhaitons voir tous les membres de l'Afrique de l'Ouest participer. Parce que nous voulons vraiment discuter des textes de la CEDEAO, revoir tous les problèmes, mettre tout à table sur la table et revisiter les textes. Et cela amène donc une participation de tous, aussi bien nos frères de la Guinée que du Mali, beaucoup de pays qui ne sont pas à jour sur les cotisations, et des pays qui sont des pays qui jouent un rôle important dans l'entité. Donc nous avons proposé qu'on puisse avoir un petit peu un peu plus de fermeté dans le suivi des cotisations, et que comme l'Union africaine, si les États ne paient pas leurs cotisations pendant un moment. Alors, vous savez, ce qui est intéressant ici, ils disent qu'il y aura un autre sommet de la CEDEAO, ils vont remettre tous les tests à plat et puis rediscuter. Ça, c'est bien. Mais moi, c'est le déni. Vous savez, la fuite en avant, refuser de reconnaître que il y a un pas qui a été franchi. Il y a un pas qui a été adopté. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Vous savez, la CEDEAO, hein, le président de la commission a sorti un communiqué. Parce que ce qui est un peu gênant dans cette affaire de négociation, pendant que la présidence de la commission de la CEDEAO menace qu'on va nous imposer des visas et que pour rentrer dans l'espace CEDEAO, ça va être compliqué, ce petit chantage psychologique, créer la confusion au niveau, et je remercie le ministre Abdoulaye Diop qui est passé sur le plateau de l'EURTM avec le ministre du Burkina Faso des Affaires étrangères au Niger, la même chose pour apporter des éclaircissements. Et il nous appartient aussi d'apporter un certain nombre d'éclaircissements parce que la CEDEAO est passée à l'offensive mensongère. C'est-à-dire, ils mentent pour créer la confusion, pour créer le doute dans l'esprit du peuple du Sahel. Dieu merci, ce n'est pas une volonté des chefs d'État de l'imposer, mais c'est la volonté des peuples que les chefs d'État ont exécutée. C'est ça la différence fondamentale. Alors, ici, ils disent qu'ils vont avoir un autre sommet de la CEDEAO où ils vont discuter des tests. Ça regarde ceux qui sont membres de la CEDEAO. Nous, le Sahel, on peut être peut-être même observateur si on décide un jour
Mais être membre actif, ce ne sera pas possible, c'est terminé. On prend nos distances. Il faut tirer les leçons. Je répète encore une fois. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire n'a pas encore fini avec ses problèmes. Parce que les anges, aujourd'hui, ce que j'ai dénoncé il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, par rapport à la gestion du pouvoir, et les germes sont en train de pousser aujourd'hui la Côte d'Ivoire, tout le monde est dans la psychose aujourd'hui. Parce que ce vieillard de criminel, d'assassin, de voyou, le président Ouattara, n'a jamais accepté de jouer franc jeu avec non seulement la classe politique, mais pire, avec la population. Il ment, on falsifie les chiffres, on ment, on ment, on ment. Quand vous dites qu'un pays est prospère, la prospérité doit se lire sur le visage de cette population. La prospérité doit se lire dans les comptes bancaires. La prospérité doit refléter la vie de ces gens-là. Beaucoup de gens, c'est les exemples que cela ne vous jette point. Hein. Je me rappelle une fois, il y a des jeunes gens là qui sont venus et puis qui m'ont coupé la route. Bon, ils étaient un peu surexcités. Je leur ai dit de me laisser le passage, je vais passer. Il y a un qui sort qui dit, si tu es millionnaire, je sais un bac, il me connaît, mais je sais pas, mais il me dit, tu penses que tu as l'argent parce que tu es millionnaire, tu es comme ça, c'est Dieu qui t'a donné. C'est pas ta force, c'est pas ton intelligence. Je dis, mais est-ce que moi j'ai déjà dit à quelqu'un que ce que j'ai là, c'est pour moi-même? Il dit, c'est Dieu qui m'a confié ça. Bon, il a dit beaucoup de choses. Si, parce qu'il a vu la voiture, donc tout de suite il était complexé, et puis il a commencé à m'attaquer. Je dis, mais si toi tu crois en Dieu là, pourquoi tous ces ceintures de sécurité là, hein, les gris-gris là? Je dis, tu as plein de gris-gris autour de toi. Il a porté pantalon, donc il avait enlevé sa chemise, il avait un débardeur hein, blanc là, et tu voyais, il avait au moins 10 gris-gris comme ça autour de ses reins. Il dit, mais moi je ne porte pas gris-gris. Même quand mes enfants naissent, il dit, celui qui met gris-gris sur mes de mes enfants va regretter toute sa vie. Le petit blanc là, qui considère l'avion, tu mords dedans là. Tu as vu gris-gris dans ses bras? Pourquoi vous les Africains, vous êtes attachés à ce côté? Il dit, mais moi on fait pas pour moi. Aucun de mes enfants de mon vivant n'a mis gris-gris sur eux. Aucun. On met pas, j'ai dit, on met pas. Leur vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui a veillé sur eux. Comme Dieu a veillé toujours sur moi. Je ne porte pas gris-gris. Je ne porte rien. Il dit, mais toi, tu as gris-gris autour de toi. Et puis, tu as parlé de Dieu. Il a commencé à m'attaquer, m'insulter. Alors, ce que je vous dis, c'est quoi? Pourquoi on envie les États-Unis, certains pays en Europe, le Canada, l'Australie, la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, Dubaï, tout ça? Parce que la prospérité se lit là-bas. Mais Ouattara, il ment. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, prospérité, là, vous allez voir où? À part la cause, bon, la cas, c'est ça, les Ivoiriens savent mieux que moi. Alors, donc, pour moi, cette histoire de la CEDEAO, avec ce qu'elle dit ici, il faut remettre les textes à plat. Je disais tout à l'heure que la Côte d'Ivoire n'a pas fini avec ses problèmes. Ça veut dire qu'on n'a jamais mis sur la table les problèmes pour les débattre. Et qu'est-ce que Gbagbo a dit? Gbagbo dit, si je suis élu, le procès de la crise de 2011, là, on va faire. Il faut que les Ivoiriens sachent qui a fait quoi, qui a subi quoi. Parce que tant que la justice n'est pas faite, on ne peut pas faire de réparation. Tant qu'il n'y a pas de réparation, les gens ne sont pas prêts à vous écouter, aller en avant. Donc il y a toujours quelque chose qui les retient. Et la moindre petite occasion, ça va exploser. C'est cette réalité que nous vivons avec la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, c'est cette même réalité dans le Liptako Gourma. Nous avons subi. Il n'y a pas eu de réparation. Le fait que nous avons décidé de prendre notre responsabilité. Alors, ceux qui parlent de démocratie, je voudrais vous montrer une petite partie, je ne sais pas si vous pourrez écouter. Je vais vous faire écouter quelque chose là, pour que vous compreniez bien cette histoire de démocratie là, c'est quoi. Voilà un président Emmanuel Macron qui dissout l'Assemblée nationale. Les gens gagnent, mais ils refusent. Je dis bien, Macron refuse, il perd les élections. Macron perd les élections, mais il refuse de nommer un premier ministre. Il veut créer encore la psychose. L'Assemblée nationale doit se réunir, ils doivent élire le président de l'Assemblée nationale, tout ce que vous connaissez. Alors, il refuse.
Je suivais tout à l'heure une émission où ils disent, dans la tête d'Emmanuel Macron, ils étaient en train de dire des choses. Quand j'entendais les analyses de ces panélistes, je voyais tout de suite un certain nombre de présidents africains, à commencer par Alassane Ouattara. On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Ici, nos peuples ont subi une injustice. Tant que cette injustice-là n'est pas réparée, nous, avec la CEDEAO, là, vraiment, c'est comme ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, la situation dans le Sahel. La CEDEAO, subitement, se rappelle qu'il y a une force en attente qui risque d'être paralysée. Il faut l'activer. Mais nous, on a pris la résolution de quitter cette organisation. On a pris la résolution de partir de cette organisation. On a pris la résolution de nous assumer. Maintenant, ce que vous devez retenir, quand l'AES a décidé de se prendre en charge, est-ce que l'AES a décidé de concurrencer la CEDEAO? Est-ce que c'est ce que nous avons dit? Non. On dit on se bat pour notre survie, on se bat pour l'existence même de nos nations, on se bat pour créer un environnement de prospérité, un environnement sécurisé. On ne s'est jamais opposé ni à la CEDEAO, ni à l'Union africaine, encore moins aux Nations unies ou toute autre organisation de ce genre. On dit, nous, on veut assumer la plénitude de notre souveraineté. On ne veut pas désormais une souveraineté négociée, une souveraineté sous-traitée avec les puissances occidentales. C'est pas de ça qu'on veut. C'est pas de ça qu'on veut. Maintenant, vous voulez négocier. Sur quelle base? Moi, je voudrais d'abord savoir. Et je demande au président Tiani, puisqu'il me regarde, Dieu merci, qu'on apporte les chiffres des dégâts de ce qu'ils ont fait au Niger. Qu'on apporte toutes les preuves de l'implication de la France dans la manipulation de la CEDEAO à nous causer du tort. S'il pense que, si Bassirou pense qu'il peut dire à la France, parce que jusque-là, il ne parle pas de ça, hein. Vous voyez? C'est-à-dire que la CEDEAO n'a même pas, il faut que la CEDEAO, c'est-à-dire, la CEDEAO est incapable même de reconnaître qu'elle-même, elle est une coquille vide. La CEDEAO même refuse de reconnaître qu'il y a des implications extérieures, alors que nous savons qu'elle prend ses institutions avec l'extérieur, puisque la CEDEAO n'a jamais bouclé son budget. C'est les États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est le Japon, c'est l'Allemagne, c'est la France. C'est eux qui financent le budget de la CEDEAO. Donc, c'est leur volonté qui est faite. Est-ce que Bassirou peut parler de ça? Tu dis, tu veux qu'on négocie pour que ta femme revienne. Mais tu es capable de nourrir ta femme. Elle et ses enfants, la faim est là, ils sont malades, tu ne peux pas les soigner. Ils ont faim, ils ne peuvent pas manger correctement. Au moins, elle allait la retrouver ses parents. Il faut la laisser vivre là-bas avec ses enfants en attendant. Le jour que tu as commencé à te prendre en charge, parce que tu as en mesure de te prendre en charge, mais tu veux pas. Donc, quand tu vas commencer à te prendre en charge, peut-être à ce moment-là, les parents vont t'écouter. Les beaux-parents vont t'écouter. Parce que aucun père ne va laisser sa fille mourir au motif qu'elle est mariée à quelqu'un. À moins qu'elle-même décide d'aller mourir là-bas. Ça, c'est autre chose. Alors, nous, on est dans une organisation où les décisions sont prises de l'extérieur. On est dans une organisation où on décide de nous détruire. Et ils sont incapables, dans un premier temps, de reconnaître qu'ils sont allés trop loin. Regardez ce criminel d'Alassane Ouattara. Il avait appelé Faure Gnassingbé. C'est Alassane Ouattara, premièrement, sur instruction d'Emmanuel Macron, qui avait appelé Faure Gnassingbé à Abidjan. On a dit, Faure Gnassingbé, si tu es garçon là, wallah, il faut arriver. On te fait regretter. Faure Gnassingbé est parti s'asseoir chez lui. Il n'a pas parlé. C'est ce qu'ils ont fait encore. Maintenant, on dit Faure et puis Bassirou n'ont pas venu. Parce que Bassirou est naïf, il est ignorant, il est nouveau, il connaît rien, il maîtrise rien. Donc, on s'est dit qu'il peut. Si c'est un jeune face au jeune, il peut parler.
Mais de quoi ils vont nous parler? C'est pas parce que Faure Gnassingbé a négocié avec Assimi Goïta. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Il souhaite une relation de Faure Gnassingbé avec Assimi. Moi, je vais vous expliquer, c'est simple. L'aide de camp. Je ne sais pas si c'est l'aide de camp ou le chef d'état-major de Faure Gnassingbé est promotionnel à Assimi Goïta. Ils se connaissent. C'est ce qui a facilité les négociations. Je répète, je ne sais pas si c'est l'aide de camp, entre l'aide de camp et le chef d'état-major particulier de Faure Gnassingbé. C'est lui qui a établi le pont entre Faure et Assimi. Ils se connaissent, ils se respectent. Et Faure a fait jouer sa diplomatie comme depuis toujours. Il a su parler à Assimi. Il a su vraiment demander pardon à Assimi. Parce qu'on ne peut pas tout vous dire. Moi, je ne suis pas le genre qui va venir se mettre à tout raconter. Il y a des gens, quand ils ont une visibilité, quand ils ont des trucs, wow, 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 wow. Moi, je fais pas ça. Je parle et puis avec une certaine réserve. Je parle avec une certaine réserve. Et je sais que Assimi Goïta a agi conformément à l'aspiration aussi du peuple malien, eu égard aux liens séculaires qui existent entre les deux peuples. Assimi ne l'a pas fait parce qu'il était sous pression. Assimi ne l'a pas fait parce qu'il a peur de Ouattara. Assimi l'a fait à cause des deux peuples, pour maintenir la convivialité et la quiétude entre les deux nations. C'est tout. Donc Assimi a mis l'intérêt supérieur de la nation, des deux nations au-dessus. Et ils ont trouvé une solution à l'amiable. Ces gens-là étaient véritablement des mercenaires. Personne ne peut retrouver la trace de ces personnes-là dans l'armée ivoirienne aujourd'hui où je vous parle. Personne ne peut trouver la trace. Ils n'ont pas de traces. Personne ne peut trouver leur trace. D'ailleurs, leur porte-parole, là, c'est un petit des réseaux que je sais pas. Leur porte-parole, là, après, les gens ont fait sortir sa photo. Quand il est, je sais pas ce qu'il faisait. Les gens ont dit, ben voilà, celui qu'on dit c'est militaire, là, le voilà ici. Vous savez, c'est très facile. C'est très facile, ce qu'ils ont fait. C'est la même chose, rappelez-vous de ce que Ténébrema a fait quand il allait à la frontière Burkina-Mali pour rencontrer le ministre d'État, ministre de la Défense du Burkina Faso. Aujourd'hui où je vous parle, est-ce que la CEDEAO, parce que la CEDEAO est dans une velléité de belligérants, de provocateurs. Elle, après avoir tenté de nous affamer, après avoir tenté de nous isoler, après avoir coupé le courant pour nous tuer, après avoir fermé les ports pour empêcher nos produits de première nécessité de rentrer dans nos États, après avoir fait tout pour bloquer nos comptes d'opération au niveau de la BCEAO, la CEDEAO vient nous dire encore, quand vous avez décidé de partir, on va plus vous donner de visa. Et pardon, on va vous imposer des visas. Et c'est eux qui veulent négocier avec nous. Non. Voilà, ce sont les faits. Hein. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Donc la CEDEAO n'a pas retenu la leçon des 300 Nigériens qui sont morts à cause de la suspension de l'électricité provenant du Nigeria, puisque le Niger a 90% de son électricité achetée avec le Nigeria. 90%, je dis bien. La CEDEAO n'a pas accepté sa responsabilité comme l'idiot président, le mal, j'ai failli dire le mal élevé, c'est ça même, le mal élevé à Alassane Ouattara. Il dit ce qui vous arrive, c'est ceux qui ont pris le pouvoir. Donc la CEDEAO est dans cette position. Si vous avez vécu ça, si on vous a fait ça, c'est parce que des gens sont arrivés au pouvoir et que c'est pas notre volonté. Mais pourtant, ils étaient prêts à mettre d'autres personnes. Si Assimi avait accepté, on n'allait jamais couper le courant. Si Capitaine avait accepté, on n'allait jamais imposer des sanctions. Si le général avait libéré Bazoum, rien ne serait arrivé. En un mot, voilà ce qu'ils nous disent. Est-ce que la CEDEAO, est-ce que Bassirou, là, ce petit président plaisantin, là, égaré, là, ignorant, innocent, naïf, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe?
Alors que son rôle premier, c'est de demander au renseignement intérieur du Sénégal de lui briefer correctement sur la situation dans le Sahel. Tout président qui doit aller à une telle rencontre et qui sait qu'il sera, parce qu'il savait qu'il allait être amendé depuis qu'il est, parce que la dernière visite qu'il a fait, c'était où? C'était en France. Donc c'est quand il est quitté là-bas, il a reçu les instructions d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a appelé son valet, son esclave de salon, Alassane Ouattara, pour lui dire, nommé Bassirou, on a parlé, on est tombé d'accord, il est prêt à aller négocier. C'est parce que Bassirou est quitté en France, il allait prendre ses instructions à Macron. Et Macron a appelé son esclave de salon, Alassane Ouattara, pour que celui-ci appelle un autre esclave de salon, un bandit de drogue au Tinibou, pour lui dire, choisissez Bassirou à un fort. Alors, donc, on ne reconnaît pas le droit de vie à ceux qui sont morts. On vous mandate pour venir négocier. Mais en même temps, la CEDEAO ne change pas sa posture. Est-ce que c'était nécessaire que la CEDEAO nous dise, on va vous imposer le visa? Attendez, imposer le visa là, est-ce que c'est un crime? La manière dont vous allez nous imposer le visa, nous aussi on va vous imposer le visa. Maintenant, à l'intérieur de la CEDEAO, s'il y a des États qui disent entre les États du Sahel et nous, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de problème. Chaque pays peut décider pour dire, nous, on ne veut pas de visa entre nous. Mais tout pays qui va imposer le visa, on va aussi poser visa entre ce pays-là et nous. Maintenant, si nos ressortissants sont là-bas et que vous voulez qu'ils payent les cartes de séjour, est-ce qu'en France, on ne paye pas carte de séjour? Est-ce qu'aux États-Unis, on n'a pas green card? Hein? Au Canada, on n'a pas ça? Dans l'espace Schengen, là, est-ce qu'ils n'ont pas carte de séjour? Est-ce que c'est sorcier, c'est quitté au ciel pour tomber? Donc, si vous nous dites d'avoir des cartes de séjour chez vous, on va le faire. Le quota que vous allez fixer, on va faire la même. Parce que la bêtise d'Alassane Ouattara en 90 et que Houphouët-Boigny a regretté toute sa vie et il allait dans sa tombe avec, il avait demandé à Bédié de lever la carte de séjour. À sa mort, si Bédié vient au pouvoir, Fologo, j'ai partagé cette intervention-là avec une jeune dame ivoirienne. Allez regarder la vidéo de l'ancien ministre de Fologo. Allez regarder. Mais malheureusement, Bédié n'a pas pu. Jusqu'à ce que le coup d'État vienne le balayer. Il n'a pas pu. La carte de séjour devait être enlevée. Fologo avait reçu les instructions d'Oufoué pour dire, s'il n'est plus là, parce qu'Oufoué savait qu'il allait mourir, que Bédié enlève cette histoire de carte de séjour. Là, pourquoi la carte de séjour a marché et puis les Maliens, les Burkinabés ont payé les frais? Parce qu'ils n'ont pas fait la réciprocité. D'ailleurs, revenons sur la carte de séjour. Un pays membre de la CEDEAO décide d'imposer la carte de séjour aux ressortissants de la CEDEAO. Je suis mieux placé que n'importe qui sur les réseaux pour parler de ça. Parce que mes meilleurs amis en Côte d'Ivoire, avant mon départ pour les États-Unis, c'était les commissaires de police et les commandants de gendarmerie et quelques officiers supérieurs de l'armée ivoirienne. Donc, carte de séjour là, je connais mieux que quiconque sur les réseaux en ce moment. Et je savais comment les commissaires magouillaient avec les petits indicateurs. Ils avaient des indices là. Ils avaient tous les choses là, les officiers là. Ils avaient tous, comment on appelle ça, des petits indicateurs. Et je vois. Père à son âme, mon père a payé carte de séjour pour donner à des gens. Moi, je n'en avais pas besoin. Je vous ai expliqué. Donc, moi, je n'ai pas honte de le dire. C'est grâce à mon père qu'on m'avait donné la nationalité ivoirienne, je le dis. Je suis né malien, de père malien, mais lui, au regard de son travail, Houphouët l'a remercié avec ça, puisqu'il était ami à la famille d'Houphouët. Chaque vendredi, on allait chez Mami fêter à Chozo, à Cocody, je sais pas trop, on allait là-bas. Parce que Mami fêtait déjà à mon papa qu'elle aime mon affaire, donc elle veut que je vienne chaque fois avec lui. Donc je partais à mon papa là-bas. Quand on va, il va acheter une moitié de bœuf, il va, comme on appelle à l'abattoir, on abat un bœuf, il prend la moitié, il met dans le coffre de sa Mercedes, et puis on va chez Mami fêter, il donne ça là-bas. On allait là-bas chaque fois, j'ai les paroles de le dire, je suis fier. Je m'asseyais avec Fété, on causait avec ses autres sœurs là, dans la villa qu'Houphouët avait mis à sa disposition. On allait. Donc, c'est toutes ces relations-là qui lui ont valu ça. Et ça, j'en suis fier.
Mais moi, j'ai décidé que je n'en ai pas besoin, mais mon fils, il est ivoirien. Gaussou, il est malien 100%, je n'ai même pas voulu donner double nationalité à Gaussou. Il est malien 100%. Mais son grand frère est ivoirien 100%. Parce qu'il est né là-bas, lui, il est né ici. Alors, donc ça, nous, on a vu, carte de séjour, je connais du temps. À l'époque, mon père même m'a envoyé à l'ambassade du Mali pour aider certains ressortissants maliens. Il me donnait une liste, j'allais à l'ambassade du Mali avec. Mais on n'a jamais fait la réciprocité au Mali. C'est-à-dire, carte de séjour, les Maliens payent en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens au Mali ne payent rien. Mais attention, ce ne sera plus la même chose. Je vous ai dit qu'on a appris beaucoup de choses avec Vladimir Poutine. On a appris beaucoup de choses avec Xi Jinping, la réciprocité. Et d'ailleurs, j'ai regardé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Le G7 doit se réunir, je crois, pour voir si les 300 milliards de dollars qu'ils ont saisis de la banque centrale russe en Europe, ils veulent utiliser cet argent-là parce que eux, ils n'ont plus l'argent, ils sont économiquement essoufflés. Ils veulent utiliser les intérêts, des 300 milliards pour acheter les armes pour donner à l'Ukraine. Et l'Arabie Saoudite a fait une déclaration. Si vous touchez 1 centime de l'argent russe, les bons, comment j'appelle ça, les bons de crédit, je crois, de l'Union européenne que nous avons, on met ça sur le marché et on propose à la Russie et à la Chine. Donc si la Russie et la Chine achètent ces bons, c'est fini pour l'Union européenne. Et il leur a dit de bien réfléchir avant de prendre. Ça, c'est l'Arabie Saoudite qui a dit ça. Tout de suite, là-même, j'ai écouté avant de commencer mon direct. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, vous voulez frapper le Mali, la CEDEAO, et puis vous croyez que nous, on va s'asseoir les bras croisés. Vous nous frappez d'interdiction sans visa, on vous frappe aussi d'interdiction sans visa. Vous imposez le visa, on impose le visa. Vous imposez des cartes de séjour, on impose des cartes de séjour. C'est aussi simple que ça. Ceux qui sont là-bas, si vous ne pouvez pas payer la carte de séjour, qu'ils rentrent. Ce n'est pas, ça paraît un peu dur, mais c'est pas dur, c'est la réalité. Chacun sait où il est quitté. Personne n'est quitté au ciel pour tomber. Si quelqu'un veut rester en Côte d'Ivoire, tant mieux. Même si j'ai des connaissances en Côte d'Ivoire, qui sont étrangers, des parents en moi, qui sont là-bas, et puis on me dit, on demande carte de séjour. Je vais payer. Parce que je sais aussi que les Ivoiriens qui sont là aussi vont payer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je pense que la CEDEAO devait sortir de cette position belliqueuse, croyant pouvoir manipuler. Et c'est cette intervention-là, quand j'ai fait, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été approché par certains envoyés qui m'ont félicité par rapport à ce que j'ai eu à faire, que c'était la meilleure réponse que l'AES pouvait apporter. Et le ministre Diop aussi est passé à la télé, où il a parlé. La CEDEAO doit comprendre que nous, au sein de l'AES, on n'est pas dans une position de faiblesse. Nous sommes dans une position de force. Vous avez dit que notre départ sera catastrophique et un chaos au sein de la CEDEAO. Ce n'est pas seulement le fait que nous, on sort de la CEDEAO, parce qu'il faut que les gens comprennent cette partie, c'est fondamental et c'est important. Attendez, donnez-moi une seconde. Parce que là, ma gorge commence à chauffer un peu. Ça devient intéressant, et puis ma gorge commence à chauffer. C'est pas ça? Attendez, je vais mettre un peu de damsa, et puis je bois de l'eau. Hein? Je vais mettre un peu de damsa, et puis je bois. Permettez-moi de boire un peu. Parce que c'est ici que ça devient intéressant. C'est là que ça devient grave. Parce que, il y a quelque chose que les gens, cette affaire de médiateur, vous croyez vraiment que c'est à cause de la CEDEAO? Attendez. Attendez, écoutez ça d'abord. Permettez-moi de me désaltérer un peu, pas en continuer. On va écouter. Je vais boire un peu, hein. K'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni man kan i niyɔrɔ kuma i ti fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma
ma n'a ka ma ko carte professionnelle o ti kɛ gansan ni ko ma kɛ ko ti dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ jabɛti ani tansiyɔn ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔni ne ko aw ma mun yɔrɔ ka ca sunabɔ kɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Min ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sunafɔ kɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛngɛlɛbugu balontan yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sunafɔ kɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Évidemment, c'est notre produit dans ça. D'ici la fin, je vais développer beaucoup plus, n'est-ce pas, les bienfaits, les différents types de produits, hein, à partir de, je vais vous parler du 5, du 11, du 12, du 12S, du 14, du 21 et puis du 22. Je vais développer tout ça et puis vous donner mon numéro de promo, d'accord? On va continuer avec sans oublier qu'on fait un grand détour aussi pour parler du mouvement Biko à travers ses œuvres sociales. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous tous, nous sommes focalisés sur cette négociation que la CEDEAO a mandaté déjà le président par défaut Majla Diomaye Faye et le président Roubla Faure Yassigme qui double toujours le peuple togolais qui veut se maintenir au pouvoir par toutes les ruses. Et alors, regardez d'abord l'ironie du sort. Pas un seul instant, ce petit ridicule de président sénégalais, ce pervers Diomaye Faye, petit égaré, il a déjà bu le vin de la trahison. Diomaye Faye, je répète, il a déjà bu le vin de la trahison. Diomaye Faye a déjà commencé à trahir le peuple sénégalais. Moi, je pensais que c'était un homme de confiance. Je pensais que c'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Je croyais que c'était quelqu'un qui avait certaines valeurs en lui. Mais je me suis rendu compte que Diomaye, il est loin de tout ce qu'on peut imaginer de positif pour ce gars-là. Il est loin de tout ça. Il est pire que ce qu'on imagine en réalité. Parce qu'il faut être un président médiocre, mauvais, criminel, pour passer sous silence certaines actions de la CEDEAO. Alassane Ouattara, vous avez vu tous sur les réseaux. Les producteurs de café cacao, tout le monde sait c'est une manipulation. On a décidé de payer la caution de 50 millions du président Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat. Alors est-ce que la CEDEAO peut nous prouver qu'en changeant de constitution, en modifiant la constitution, en renouvelant la constitution, que cela, excusez-moi, que cela donne le droit à un président de pouvoir ou de vouloir briguer un troisième ou un quatrième mandat. Rappelez-vous de la brillante intervention de notre ministre d'État, Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies, quand il a parlé, le joueur qui se dribble lui-même et garde le ballon. La bosse du chameau et du dromadaire. Abdoulaye Maïga, le ministre d'État. Il dit chez lui, il n'y aura pas de troisième mandat. Est-ce que la CEDEAO a été capable de dresser un message clair à Alassane Ouattara par rapport à ces manipulations constitutionnelles, par rapport aux détentions illégales, illégitimes, infondées de certaines personnes en prison jusqu'à la date d'aujourd'hui? La CEDEAO, un seul jour, est-ce que la CEDEAO a interpellé Alassane Ouattara eu au regard à la mauvaise gouvernance, parce que la CEDEAO dit que dans cette disposition, la charte additionnelle, la bonne gouvernance, que dit la bonne gouvernance? Démocratie et bonne gouvernance. Est-ce qu'Alassane Ouattara est un modèle de démocrate? Est-ce que c'est un modèle de bonne gouvernance? La passation des marchés. La CEDEAO s'est-elle déjà posé la question comment la justice ivoirienne fonctionne? La CEDEAO a-t-elle cherché à savoir pourquoi Laurent Gbagbo est retiré de la liste électorale alors qu'il n'est accusé de rien? La CEDEAO a-t-elle fait ça?
Diomaye Faye, c'est pourquoi je dis que tu es trop petit. Tu es naïf, tu connais rien. On veut te manipuler. Si tu es intelligent, il faut désister. Parce que si vraiment tu sors quelque chose de travers, wallahi, je vais te sonner. Peut-être que tout le Sénégalais va me haïr à travers ça. Parce que je ne vais pas te louper, Diomaye. Moi, je voudrais d'abord que la CEDEAO soit honnête avec elle-même. Vous parlez d'Assimi, vous parlez du général, vous parlez d'Ibé. Mais pourquoi vous ne parlez pas d'Alassane Ouattara? Pourquoi vous ne parlez pas? Eh, regardez l'ironie du sort. C'est Faure Gnassingbé lui-même qui manipule encore sa constitution pour se maintenir. Il quitte du système présidentiel, il vient maintenant dans le système législatif. Parce que là-bas, il n'y aura pas de limite de mandat. Il va maintenant faire un président comme en Turquie, là, non? Vous avez vu le coup de poker de Erdogan? Il a été premier ministre. Quand il est arrivé à terme, il change la constitution et puis il change le statut du président qui était un statut honorifique. Il donne plein pouvoir au président et le premier ministre devient tout simplement un exécutant. Et bien lui, Erdogan, il est président. C'est ce que Faure Gnassingbé a fait. Il a fait le contraire. Maintenant lui, il quitte la présidence, il change la constitution et c'est l'Assemblée nationale qui va élire le premier ministre ou le président, quelque chose. C'est-à-dire, il remet le pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc, à ce niveau-là, à tous les niveaux, lui, il est toujours quelque chose d'égal. Donc, il a trouvé une ruse beaucoup plus perfide même que ce que la France proposait de façon classique. Lui, il a changé complètement. Il a innové complètement. Il a pris l'exemple d'Erdogan. Mais la CEDEAO a-t-elle parlé? Et c'est quelqu'un-là qui a manipulé sa constitution, qui est choisi par la CEDEAO pour venir parler. Qu'est-ce qu'un voleur peut dire devant une victime? Ah, tu n'as pas tort. Toi, tu es voleur, je sais que tu voles. Moi, je suis victime de vol. Et puis, je sais que tu es un voleur. Toi, tu viens me dire, Yako, il dit, attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien quoi? Faure Gnassingbé peut-il mettre sa bouche? C'est-à-dire, les deux présidents même de la CEDEAO ne font pas l'affaire. C'est-à-dire, nos présidents même les regardent et puis ils vont rire. Assimi, peut-être il va respecter Faure pour le recevoir. Par respect pour les peuples, peut-être ils vont les écouter. Et d'ailleurs, quand la charte a été créée, je dis la charte, pardon, la confédération, et Abdoulaye Maïga l'a parlé, il a dit sur les plateaux de l'ERTM. Désormais, l'AES va parler d'une seule voix. Donc, il n'y a pas question de dire, on va aller au Burkina négocier, après on va aller au Niger négocier, après on vient au Mali négocier. Non, 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 non. C'est Assimi qui est le président de la Confédération des États du Sahel. Donc, Assimi, si vous voulez parler, Assimi va vous écouter. Et puis il va appeler ses deux frères pour leur rendre compte. Mais nous, on sait déjà. Parce que c'est le président. Parce que si vous voulez aller chez Ibrahim, Ibrahim va vous dire, la Confédération est un président, c'est Assimi Goïta. Vous voulez aller chez le général va dire, mon petit frère est président. Allez le voir. On dit, mais quand vous allez finir, Assimi, comme c'est un gars qui aime écouter, il est calme. Parce que les trois là, chacun a un tempérament différent. Ibrahim, c'est le plus grand orateur du Sahel. Même moi-même là, je suis petit devant Ibrahim. Elle est Corentin aussi. Non, moi je suis petit devant Ibrahim. Donc, Ibrahim, c'est le plus grand orateur. Assimi, c'est un stratège fait qui parle pas beaucoup. Le général, c'est le sable belé. Il sort pas beaucoup, il parle pas beaucoup, mais quand il te donne, tu prends un sommet au coup. Chacun, Dieu a placé ces trois hommes-là dans ces trois états. Et l'attitude d'Assimi, Ibrahim, ça fait un tout. Ça fait un corps. Vous voyez, c'est comme si Assimi est la tête, les yeux. Ibrahim, lui, on peut dire, le bras, tous ces autres là, les autres parties du corps, et puis le général, ça, ce sont les pieds. C'est-à-dire que s'il te chute là, tu vas te retrouver à des millions de kilomètres. Donc les trois là, ils forment un corps. Les trois peuples forment une nation. Vous allez venir parler. Regardez le choix d'abord. Faure Gnassingbé, qui a manipulé sa constitution devant tout le monde, dans l'objectif de mourir au pouvoir. Alassane Ouattara, il a manipulé sa constitution. Alors, de quoi vous allez nous parler?
Quand la CEDEAO elle-même est incapable de regarder au-dedans de ceux-là même qui commettent les crimes les plus abjects et les plus abominables. Vous croyez que Faure Gnassingbé est mieux que Assimi Goïta, mieux que le capitaine ou le général? Mais il est pire que tout cela parce qu'au moins ceux-là n'envoient pas les gens bêtement en prison, contrairement à Faure Gnassingbé. Donc, quand vous voulez envoyer des négociateurs, envoyez des gens qui sont au moins dignes de confiance, qui juste d'une certaine probité, intégrité, moralité. Faure Gnassingbé ne joue d'aucune moralité à nos yeux. Bassirou, c'est l'ignorance et l'analphabétisme politique par excellence. Ces deux-là réunis peuvent dire quoi dans le Sahel? Bassirou n'a aucune expérience de négociation. D'ailleurs, il a commis les premières erreurs à travers sa parole. Et ils ont utilisé la radio-télévision du Sénégal pour essayer de propulser Bassirou. Mais ce qu'ils oublient, ces petits journalistes, quand ils parlent toujours, j'ai dit qu'il y a le baobab de Dieu qui est là. Vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissez là, vous allez bien travailler votre narratif. Personne n'a fait attention à ce que la radio-télévision du Sénégal a fait. Personne n'a fait attention. Mais on a décortiqué ça ici aujourd'hui. On a démontré. Donc, l'offensive médiatique de la télévision sénégalaise, c'est de mettre Bassirou en avant pour qu'il puisse avoir une chance de négociation. Mais cette télévision a oublié qu'il y a un baobab ici qui voit tout, qui sait tout. Quand je dis tout, c'est avec mesure. On ne peut pas tout savoir, à l'exception de Dieu le seul. Mais en réalité, on va négocier au nom de la CEDEAO. Mais regardez très bien les présidents qui ont été choisis. Ce sont tous les présidents qui font partie de quoi? De l'Union économique monétaire ouest-africaine, la BCEAO, le franc CFA. Alors, quand vous regardez ça, est-ce que vous pensez que les choix sont fortuits? Non. Où se trouve la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, au Sénégal, à Dakar? Alors, est-ce que réellement, c'est par rapport à la CEDEAO ou c'est par rapport au franc CFA? Vous voulez comprendre quelque chose, je vais vous appeler ici. Parce que si tu as bien écouté le général, et puis tu vois qu'on envoie les gens là, maintenant tu te poses la question, tu dis, attends, je vais voir quelque chose, j'espère que je pourrai me retrouver. S'il vous plaît, attendez, hein. Je dois faire écouter le discours du général Tiani. Il faut que vous écoutiez ça. Parce que si vous écoutez le discours du général Tiani, ce sera très, 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 très intéressant. Où est le général Tiani ici, là? Oh là là. Où est le général Tiani? Ouh. Bon. Je vais faire écouter ceci. Ça, c'est le général Tiani. Attends, législative en France, c'est pas trop notre problème. C'est pas ici aussi. Ça, c'est Ibrahim Traoré. Voilà. Le retour sur le premier sommet. C'est pas ça aussi. Ça, c'est Abdoulaye Diop. Oh là là, où j'ai mis ça? Je croyais avoir quand même bien répertorié. Rapidement, il faut que je vous fasse écouter le général Tiani, c'est important. C'est important, vous devez écouter le général. Ouh là 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 là, désolé hein, les gars, je suis en train de chercher ça, c'est important, on a vraiment besoin de ça. Il faut qu'on écoute le général Tiani, c'est... Oh, ça c'est des choses qui me fatiguent souvent. Tu places ton truc là, tu penses que ça y est là, après tu attends de chercher, tu trouves pas. Oh là là. Attendez, hein, faut que je retrouve ça. Parce que ça me permet de comprendre très bien quelque chose. Ok, attendez, je pense que c'est là. Ouais, c'est ça. On va écouter ça. Voilà, c'est ça. On va écouter, hein. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. On va écouter, hein. On va écouter. On va écouter.
On va écouter le général. Excellence le colonel Assimi Goïta, Ok. président de la transition, chef de l'État de la République du Mali. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres des délégations du Burkina Faso et du Mali, Écoutez bien. Hein? Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Messieurs et Mesdames, On va écouter le c'est général. un grand honneur pour moi de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue chez vous en terre sahélienne Niger. L'événement qui nous réunit est solennel et historique, On en écoute. ce qu'il constitue une étape importante dans la consolidation des liens séculaires, géographiques et culturels qui unissent nos peuples. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Il se situe dans la droite ligne de l'adoption le 16 septembre 2023 de la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Mesdames et Messieurs, l'approbation formelle du traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel AES consacrera ainsi l'aboutissement des aspirations de nos populations à sceller sur le socle de notre espace sahélien une union d'États partageant les mêmes défis et les mêmes ambitions, en un mot, le même destin. On écoute, hein? En effet, la formation de l'Alliance des États du Sahel a déjà permis d'édifier autour du Burkina Faso, du Mali et du Niger une coalition solide basée sur une architecture de défense commune et une mutualisation des moyens nourris par une solidarité fusionnelle à l'image de celles manifestées par les autorités et les peuples du Burkina et du Mali face à l'agression armée projetée par la CEDEAO contre le Niger. La Constitution... On va écouter le général parce que son discours n'est pas long. Je vais revenir sur les points saillants, les points clés, pour que vous compreniez très bien pourquoi cette négociation. Quelqu'un a écrit là, il a écrit quoi? C'est une peine perdue, je crois. Voilà, quelqu'un a écrit que c'est une peine perdue, cette négociation. Effectivement, c'est une peine perdue. Il faut être un idiot, ou décider, ou ils se disent, on s'en fout de ce qu'ils ont dit, on va venir quand même, ou ils se disent, attention, sur quelle base on va discuter maintenant? Ils ont créé leur union. Parce que quand vous écoutez Bassirou, il n'y a pas de date butoir. Puisque le traité dit, quand vous notifiez, vous avez 1 an. Alors que nous, dans la notification, nous avons dit, avec effet immédiat. Donc pour Bassirou, l'analphabète politique, l'inculte politique sans expérience, sans aucune base solide, sans aucun élément fondamental, il dit, la date n'est pas encore arrivée. On dirait un maître qui est là. Moi, je dis aux gens toujours, ce que vous apprenez à l'école, à cause de Dieu, dans la vie courante, là, ça marche pas. Ce que vous apprenez à l'école, hein, Dieu vous a donné une personnalité. Ce que vous avez appris à l'école, là, vous
vous l'intégrez à votre personnalité pour faire de vous ce que vous voulez. Mais quand vous venez répéter comme un perroquet ce que vous avez appris à l'école, ça va vous avancer à quoi? Maintenant, Bassirou est venu ici comme un perroquet, Bajla, comme un perroquet, et là, tu es fou, mais quoi? Il y a un an, mais on a donc, Bassirou dit ici, c'est pourquoi je dis, il a échoué la négociation avant même de venir. Il dit le délai de 1 an n'est pas encore arrivé. Mais entre-temps, il ne reconnaît pas. Pendant ce temps, il parle de AES. Donc, Bassirou lui-même, il est dans une confusion, dans une cacophonie politique. Dans sa tête, il ne sait même pas. Quand tu parles d'AES là, l'AES est né du fait du retrait de ces États-là de la CEDEAO. Donc, tu ne peux pas parler d'État AES et dire encore que ceux-là qui ont, aujourd'hui, aucun parmi eux ne peut dire il faut faire un tour en arrière. Assimi a dit il n'y a pas de retour possible. Le général dit il n'y a pas de retour possible. Le peuple, les trois peuples disent il n'y a pas de retour possible. Le capitaine dit n'en parlons pas. Mais toi tu as le courage de dire les NA ne sont pas encore arrivés à parler. Alors c'est pourquoi je dis c'est pourquoi je dis ils sont en train de le manipuler. Bassirou est bête. Et Sonko sait, mais comme Sonko sait que c'est lui qui l'a proposé comme président, Sonko ne peut pas lui dire de ne pas faire. Sur le plan protocolaire, même si c'est Sonko qui l'a proposé, il est le patron de Sonko. Et Sonko sait très bien que Bassirou est en train de faire des bêtises. Envoyez ça à tous les Sénégalais. Sonko sait que son président fait des bêtises. Il le sait très bien. Alors, des gens te disent, le retour à la CEDEAO, c'est pas possible. Moi, je pensais que vous allez dire, ok, on va aller, puisqu'ils ont créé leur mouvement, ils ont créé une alliance, une confédération. Nous devons voir comment cette confédération-là peut avoir des relations avec la CEDEAO. Si c'est une base de négociation comme ça, nous on est tous d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit. Nous ne fermons pas la porte. D'ailleurs, le ministre Lamine Zen avait invité la CEDEAO au sein de l'AES. Mais nous, on ne va pas dissoudre parce que quand vous écoutez Bassirou, c'est comme si on doit dissoudre l'AES et puis revenir à la CEDEAO. Alors, le deuxième esclave des salons, le troisième esclave des salons, après Alassane Ouattara, après Patrice Talon, c'est Bassirou Diomaye Faye, qui est en train de s'illustrer comme un esclave des salons, un envoyé de l'impérialisme français. Sinon, les propos qu'il tient là, Général Tchani est trop âgé, donc lui regarde Assimi son grand frère. Il regarde le général son grand frère, et puis il dit tout ce que vous avez dit là, c'est zéro. On a dit un n'est pas encore arrivé. Donc moi, Bassirou, je peux vous convaincre, vous allez revenir à la CEDEAO. Est-ce qu'il est bête, Bassirou? Ou bien est-ce qu'il est idiot? J'ai pas envie d'être mal, enfin, j'ai pas envie d'être gauche avec lui, mais je pense qu'il est un peu idiot. Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Ah, les dîners de haine, les vérités de bannier, tu as fait quoi? Tu crois que c'est une décision qu'on a prise comme ça à la légère? Tu crois qu'on connaît pas les implications? Tu crois qu'on ne sait pas ce que la CEDEAO va faire? On connaît tout ça, mais on a pris la décision de le faire quand même. On a dissuadé les velléités de déstabilisation de notre pays et je tiens à réitérer mon sentiment de profonde gratitude à l'endroit de mes frères Ibrahim Traoré et Assimi Goïta pour cette preuve manifeste de solidarité agissante. Mon pays vous rend un vibrant hommage pour cette prise de position. On va continuer d'écouter, hein. Aujourd'hui, ce front constitue le rempart contre lequel s'écrasera tout projet d'agression contre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Bassirou, ça c'est pour toi, il faut À écouter. cet égard, Écoutez bien maintenant. il me plaît de constater que le volet défense-sécurité de l'Alliance des États du Sahel connaît déjà des avancées significatives avec la mise en place de la force conjointe des États du Sahel. Au demeurant, sur le théâtre des opérations, nos armées mènent des opérations conjointes concluantes dans le Liptako-Gourma. Monsieur le Président Goïta et Traoré, la Confédération Alliance des États du Sahel va s'édifier donc sur un substrat qui assure la protection
Écoutez maintenant très bien. Voilà là où la CEDEAO est rentrée dans l'antichambre de la déstabilisation. Voilà là où la CEDEAO a eu Konomori. Vous savez ce qu'on appelle Konomori? Bachili. Il faut expliquer Konomori là c'est quoi? Diarrhée. C'est cette partie-là qui a donné diarrhée chronique à la CEDEAO. C'est cette partie-là. Ce qui va commencer à dire, c'est ça qui a donné la diarrhée à la CEDEAO. On va écouter. Des populations contre toute menace d'agression terroriste, rébellion, banditisme armé ou tout acte hostile venant de l'extérieur. Ah, c'est pas fini, hein? Je demeure convaincu que dans le contexte géopolitique actuel, l'Alliance des États du Sahel constitue le seul regroupement sous-régional efficient dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO ayant brillé par son déficit d'implication dans cette lutte. De ce fait, l'Alliance des États du Sahel seule nous permet de faire face aux menaces terroristes comme aucune autre structure régionale ou internationale ne l'a fait auparavant. Soit Bachirou est idiot, soit Bachirou est bête, soit Bachirou n'a aucune crédibilité, on peut le manipuler. Le Mali n'avait pas la souveraineté de l'ensemble de son territoire politique. Le Burkina était confronté au même défi. Mais aujourd'hui, là, c'est pas les terroristes qui viennent nous attaquer. C'est nous qui menons des opérations conjointes. Les militaires, quand je dis les militaires, nos aéronefs, c'est-à-dire que nos avions de combat, nos drones de surveillance, les mêmes drones de surveillance, je vous ai expliqué ça une fois, comment les drones de surveillance se relaient. Et puis je vous ai dit, regardez, c'est avant même qu'on fasse l'officialisation de l'opération conjointe des troupes. Moi, j'avais fait un développement là-dessus. J'ai dit, quand vous écoutez la RTB toujours, la RTB, mais vous croyez que la RTB, là, l'information vient d'où? Hein? Quand, bienvenue Tom Sajka, il dit que quand, non, le renseignement malien et le renseignement nigérien et burkinabé travaillent ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc, nos drones de surveillance prennent la filature, par exemple, des mouvements terroristes, rentrent jusqu'au Burkina et continuent de surveiller jusqu'à ce que la relève burkinabé vienne. Quand la relève burkinabé vient, maintenant nos drones se retirent pour d'autres théâtres d'opération et laissent la relève. Maintenant, si il s'agit de neutraliser, si le combat est engagé, que ce soit par les drones, que ce soit par les avions, que ce soit par les hélicos ou que ce soit par les commandos, les paracommandos, ils les poursuivent jusqu'au Burkina et au Niger, vice-versa, Niger, Burkina, tout ça. Donc cette collaboration, il n'y a pas de cafouillage, il y a un centre opérationnel qui permet aux trois états-majors de travailler en synergie. Quand le Mali prend la relève de surveillance, le Mali entre jusqu'au Niger. Pendant que le Niger, parce que le Niger ne sait pas, c'est un exemple que je vous amène à comprendre. Parce que, un exemple, il se trouve que les drones nigériens sont dans d'autres espaces en train de, alors que le Mali a détecté tout de suite un mouvement terroriste vers le Niger. Donc le Mali prend la surveillance tout de suite par les drones jusqu'au Niger. Mais entre-temps, les images sont transmises directement à l'état-major au Niger, au état-major des forces armées de l'air, au Niger. Donc automatiquement, le Niger sait qu'il y a quoi. Non, il y a un avion qui va, un drone qui part, et puis le drone prend la relève. Là où le drone malien s'arrête, lui prend la relève et puis commence aussi à véhiculer les informations directement au niveau du centre opérationnel. Les unités d'élite sont préparées, si c'est par des avions, si c'est par parachutage de commando, ou si c'est un bombardement par drone ou par avion. Donc déjà, tout est fait. Et au moment opportun, les gens, ils larguent les bombes et les missiles sur les terroristes. Alors, c'est comme ça que nous travaillons. Maintenant, si le combat est engagé, les soldats maliens, en poursuivant les terroristes jusqu'au Niger, ils ont le temps d'appeler leurs frères nigériens. Eux, ils viennent tout de suite. Donc, les terroristes se trouvent comme, c'est comme ça, entre le marteau et la cuve. Et la cuve. Donc, nous, on les allume, le Niger les allume. Il n'y a pas moyen de s'échapper.
C'est cela qu'il est en train d'expliquer ici. Et c'est ça qui est problème. On n'avait pas cette stratégie. C'est le Sahel même qui a développé sa propre stratégie. Et ce que nous faisons dans le Sahel aujourd'hui peut être enseigné dans toutes les grandes écoles de guerre. Surtout les écoles contre la lutte contre le terrorisme, pardon. Parce que nous, notre lutte, on ne détruit pas les infrastructures. On a vu ce que les Américains ont fait en Irak, Libye, Syrie, Pakistan, Afghanistan. Mais nous, regardez ce que nous réalisons sans détruire nos infrastructures. On fait en sorte de préserver même la vie de nos citoyens. Vous avez vu maintenant que les ONG ont disparu parce que les ONG étaient des ONG terroristes. Ces ONG-là travaillaient avec les différents ministères des Affaires étrangères de l'Occident. Alors, comme maintenant, Dieu merci, nous, on a la force de parler, de démentir, de contredire, de rétablir la vérité, et Dieu merci, tous nos avions drones sont équipés de caméras infrarouges. Donc, toutes les opérations sont filmées. Mais là, vous allez mentir comment? Alors, est-ce que Bachirou, soit il est bête, soit il connaît rien. Alors, ce qu'on a vécu ici, là, peut-être tu te lèves, tu t'avais négocier. Tu peux ressusciter les gens qui sont morts. Avant même que, bon, la CEDEAO peut toujours, la CEDEAO est dans le déni, dans le refus de reconnaître qu'elle a eu tort. La CEDEAO va jamais reconnaître qu'elle a eu tort tant qu'Alassane Ouattara sera président et membre de la CEDEAO. Parce que c'est un monsieur qui a jamais reconnu sa responsabilité. La fuite en avant, c'est sa spécialité. Chers collègues chefs d'État, tout en consolidant cet axe stratégique, il est nécessaire dans le contexte géopolitique actuel Écoutons, de coordonner nos actions diplomatiques tant au plan bilatéral qu'au sein des organisations multilatérales et harmoniser nos politiques extérieures pour garantir au mieux les intérêts de notre confédération, alliance, État du Sahel dans l'arène internationale. Ok. Il invite ces deux jeunes frères. Et vous savez, quand vous avez mené un combat, et puis vous voyez l'aboutissement du combat que vous avez mené, vous vous asseyez un instant, et puis vous remerciez Dieu. Ce que le général a dit ici, c'était l'un de mes exigences, l'un de mes farouches combats, de ne plus parler chacun, mais qu'on parle d'une seule voix. Une seule voix. C'est ce qu'il a dit. Donc, désormais, que ce soit dans les négociations bilatérales, en d'autres termes, entre un pays et un autre pays dans l'alliance, on dit non, un pays, tu vas négocier avec, parce que ici, ce qu'il veut, quand la CEDEAO va parler, la CEDEAO va parler d'isolement. Je vais vous expliquer ce que la CEDEAO entend par isolement. La CEDEAO a des relations avec les Nations Unies, la CEDEAO a des relations avec l'Union Européenne, la CEDEAO a des relations avec un certain nombre de banques, enfin, c'est une façon de parler, avec un certain nombre de pays. Et la CEDEAO s'est dit qu'elle est 400 millions. Elle a menti puisque nous on est sortis. Non, ça peut plus faire 400 millions, c'est pas ça? Nous on est 72 millions. Donc il faut enlever 72 millions à 400, ça fait 305, c'est plus 400 millions. Alors, donc maintenant, c'est quoi? La CEDEAO nous dit, si nous on parle, l'Union Européenne ne va pas vouloir travailler avec nous. Alors, vous savez, la dernière fois, le débat que nous avons suivi avec Abdoulaye, le débat de l'AES à Bruxelles, invité par des membres de l'Union Européenne. L'Union Européenne dit qu'elle est prête à travailler. Personne ne peut empêcher une organisation de travailler avec une autre organisation. Nous, on dispose de ressources dont l'Union Européenne a besoin. Ou vous travaillez avec nous, ou on travaille avec d'autres. Ils ont essayé d'isoler la Russie. Est-ce que ça a marché? Alors pourquoi ces idiots de la CEDEAO là n'ont pas tiré les leçons? Ils disent on sera isolé. Donc personne ne voudra travailler avec nous. Ce qui est absolument faux. Pourquoi la dernière fois le capitaine Ibrahim Traoré a reçu beaucoup de lettres d'accréditation des ambassadeurs, même le nouveau ambassadeur des États-Unis? Plein. Quand la CEDEAO dit ça, est-ce que ça fait pas honte? Donc votre souhait, c'est de nous détruire. Parce qu'on a décidé de nous assumer. Au contraire, vous devez dire, ah, si vous ne vous, c'est comme la femme qui se dit, elle s'en va.
Moi, je me rappelle quand la mère de mon premier fils, c'est toujours facile de prendre les exemples sur soi-même. Tu n'as pas à dire de quelqu'un pour ne pas qu'on te taxe de tout. Alors, quand elle a décidé de partir, je lui ai dit, le chien était libre, et je souhaite que Dieu te donne le meilleur, c'est tout. Si tu penses que tu veux partir, en ce moment j'étais aux États-Unis, il n'y a pas de souci, la porte est ouverte, il faut partir. Parce que quand quelqu'un dit je veux partir, il ne faut pas tenter de la retenir, sinon c'est peine perdue. Parce que tu vas vivre des choses auxquelles tu ne t'y attends pas. Ah, je veux partir, tu pars, voilà ça. Mais quand il y a pas, tu peux partir. Parce que ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour toi. Le temps que vous devrez vivre ensemble, c'est qui avait été prédéterminé. Vous avez vécu ça, ça arrive à terme, elle n'a qu'à partir, toi, va te chercher ailleurs. C'est ça, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un dit je m'en vais que vous devez maudire la personne. Vous devez souhaiter tout le mal. Cela veut dire que la CEDEAO, malgré ces bêtises-là, elle s'est dit, je ne veux pas vous laisser partir. Vous restez pour que je vous détruise. Vous restez pour que je vous vole. Vous restez pour que je vous pille. Vous restez pour que je vous domine. Voilà ce que la CEDEAO nous dit. Mais on va rester pourquoi? En partant, on n'a pas ouvert une guerre contre la CEDEAO. Donc, en réalité, même si on part, on peut rester de bons voisins. Pourquoi vouloir nous combattre? Si vous dites visa, il n'y a aucun problème. On a toujours rempli les documents pour avoir les visas pour aller dans certains pays. Même pour aller à la Mecque, tu as besoin de visa. Donc, si vous dites visa, est-ce que nous, c'est un problème pour nous? Vous aussi, pour venir chez nous, vous allez avoir visa? Oui, par là qui est là-bas. Mais là, vous allez être isolé, vous allez être ceci, on a 400 millions. Tout ça, c'est ce petit chantage d'enfantillage-là qui fait que la CEDEAO est toujours minable et ridicule. Mais il y a une partie importante encore que je veux que vous écoutez ici. Parce que cette partie-là, c'est une bombe. D'ores et déjà, des succès diplomatiques significatifs sont enregistrés, OK? comme en témoigne le retour en force de nos États sur l'échiquier international. Alors, comment on est La reprise de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la conclusion des partenariats stratégiques nouveaux. OK. Concernant l'axe développement, écoutez ici. il est urgent de créer des conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans... C'est ça là que je voulais que tout le monde écoute, parce que beaucoup nous sommes passés sans faire attention à ce petit passage-là. C'est ça là qui a donné Konobori. C'est ça là qui a donné diarrhée. C'est ça là qui donne maux de tête. C'est ça là qui donne migraine. C'est ça là qui fait que Alassane Ouattara, il est... Vous avez vu, vous n'entendez pas parler de lui. Parce que quand lui, il y a des informations, quand il entend sonner, c'est fini. Il fait une crise des nerfs. Il faut qu'on lui, on injecte la drogue, et son ventre pousse son greffe femme, c'est tellement le pompe de drogue. Écoutez, les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier et monétaire. Dispositif économique, financier et monétaire. En d'autres termes, on doit sortir de la CEDEAO. Si on sort de la CEDEAO, non, je me suis trompé. En d'autres termes, on doit sortir du franc CFA. Donc, en réalité, ce n'est pas tant la CEDEAO qui intéresse ces négociateurs, mais c'est de faire en sorte que 3 pays qui sortent simultanément de la zone franc va forcément affaiblir le franc CFA, et la France qui compte sur le franc CFA pour maintenir son train de vie se verra électrocutée. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la France vit aux dépens des pays africains. Beaucoup ont du mal à comprendre, mais c'est un système qui est tellement subtilement mis en place, tellement diaboliquement mis en place que vous ne pouvez même pas voir comment ça se passe. Parce que quand vous recevez votre argent là, vous dites, ah mais, comment la France peut prendre ce qui est dans ma main? Oui, c'est dans ta main, mais la France a déjà pris pour lui avant que ça arrive dans ta main. Puisque c'est elle qui est en train c'est elle qui frappe tes monnaies, ça c'est un. C'est elle qui garantit, ça c'est un. Jusqu'à la date d'aujourd'hui là, les taux de convertibilité, personne ne nous dit. Combien la France gagne dedans? Personne ne nous dit ça. Personne. Personne n'est en mesure de nous dire ça. Aucun président africain ne peut dire ça. Parce que c'est un système qui a été mis en place, les prélèvements se font de façon automatique.
sans que vous ne compreniez grand-chose. Parce que la variation et la variabilité des taux, c'est dans ça que la France prend son argent. Quand la France garde le taux fixe, c'est pour une bonne raison. Donc, cette fameuse négociation dont on nous parle, de ce président ignorant, naïf, qui ne connaît rien à rien, Majlan Bassirou, ce nouveau président par défaut qui ne connaît rien à rien, et puis le roublard, le menteur, le trompeur, le doubleur du peuple togolais. Regardez-moi les présidents qu'on nous envoie pour négocier. L'un est un voleur, l'autre est un ignorant. Et c'est eux qui doivent négocier. Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ça? Mais regardez, c'est pas n'importe quel président ils ont pris. Ces deux présidents, ils sont membres de l'UMOA, économique monétaire ouest-africaine. Union économique monétaire ouest-africaine, BCAO, le franc CFA. Tous les deux présidents négociateurs sont issus du franc CFA. En réalité, ce n'est pas tant la question de la CEDEAO, mais c'est la question de la monnaie, de l'économie. Parce que là, en sortant, on va affaiblir la France. En sortant, la Côte d'Ivoire va perdre, le Sénégal va perdre. Tous ceux qui ont le franc CFA en commun, vous êtes 7 ou 8, 3 sortent simultanément, mais forcément, votre monnaie va perdre, la valeur va chuter. La convertibilité sera remise à un autre niveau. Donc forcément, il y aura une autre dévaluation. Donc notre sortie du franc CFA va entraîner une dévaluation. Au regard de la situation économique critique, une dévaluation va entraîner des inflations galopantes non maîtrisées et la chute de beaucoup de gouvernements. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Parce que moi-même j'ai parlé, je n'ai rien compris dans ce que j'ai dit moi-même. Parce que ça tombait dans ma tête depuis que je parlais. Est-ce que vous avez compris? Bachili, t'as compris quelque chose dedans? D'accord, je reprends. On dit Keita, c'est grave. Alors, la question de la négociation, en réalité, ce n'est pas pour nous maintenir au sein de la CEDEAO. C'est pour éviter qu'on sorte du franc CFA, de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Quand 3 pays sortent subitement, la monnaie prend un coup. Et ce coup-là sera manifesté et matérialisé par la dégradation, la dégringolade, sinon la dévaluation du franc CFA. Et si le franc CFA est dévalué au regard de la situation économique critique du moment, l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, sera incontrôlée. Ce sera le chaos sur beaucoup de marchés boursiers. La France elle-même va perdre. Parce qu'elle gagne subtilement, parce que l'UMOA est son instrument à partir duquel elle peut voler l'Afrique à volonté et à souhait. Déjà, ils ont perdu l'uranium. Maintenant, ils vont perdre le franc CFA. Et la France n'est pas prête à accepter ça. Beaucoup de politiciens disent, il faut laisser les Africains, il faut laisser les Africains. Mais la France sait pourquoi aujourd'hui elle ne peut pas. Tous ceux-là parlent, mais quand ils vont venir au pouvoir, vous allez voir tout ce que leur bouche va changer. Quand ils vont voir la réalité du franc CFA, c'est que le franc CFA apporte à la France, eux-mêmes, ils seront dans la difficulté de dire, il faut abandonner cette monnaie. Parce que c'est tellement fait, c'est tellement ancré, que si on retire le franc CFA, pourquoi Macron a sa grande gueule? Il a dit, on va faire, il dit, celui qui veut partir, d'accord, parti. Mais, de toute façon, ils ont pris sanction contre nous, là. De toute façon, ils ont interdit Visa, Air France, là. Mais ils pouvaient dire, d'accord, le franc CFA, là, sorti du franc CFA, on veut plus de vous dans le franc CFA. Ils ont fait tout. Ils nous ont sanctionné économiquement, mais ils nous ont jamais retiré le franc CFA. Alors, réfléchissez un peu à ça. Pour qu'on nous sanctionne économiquement, on refuse qu'on quitte l'institution. J'ai dit quelque chose encore. Moi-même, je ne comprends pas ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce que ça vient comme ça. Dieu, fois, il met évidemment, je vous dis. Je répète. Ils nous sanctionnent économiquement, mais ils refusent qu'on quitte cette monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont plus besoin de nous qu'ils veulent le faire croire. Nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance.
Donc nous devons avoir notre monnaie, notre économie, notre marché pour nous développer, pour asseoir une zone de prospérité incontestable. Nous ne voulons plus continuer d'avoir une monnaie. Donc, la fabrication, c'est un autre pays tiers. Notre or, pour garantir notre participation dans cette monnaie, est détenu par ce même pays tiers. Et c'est ce même pays tiers encore qui se porte garant pour la convertibilité. Donc, trois éléments dont nous perdons la souveraineté. On n'a pas la souveraineté sur la garantie de notre monnaie. On n'a pas la souveraineté sur la fabrication de notre monnaie. On n'a pas la souveraineté sur l'évaluation de notre monnaie sur le coût du marché international. Quand vous perdez ces trois principes fondamentaux, fondateurs de la souveraineté économique et monétaire, vous n'avez aucune souveraineté en réalité. Tout n'est que façade, manipulation, mensonge, mensonge et mensonge. Le combat, ces négociations-là, vous croyez réellement que ça... Parce que si c'était pour entrer dans la CEDEAO, si c'était pour nous maintenir au sein de la CEDEAO, le discours de la CEDEAO allait changer. Mais le discours de la CEDEAO n'a pas changé. On nous a menacé d'imposition de visa, restriction du marché, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais vous voulez négocier avec nous, et puis vous nous menacez. Mais en réalité, c'est pas la CEDEAO. C'est faire en sorte qu'on... Et cet aspect, franc CFA, cet aspect Union économique monétaire ouest-africaine, UMOA, on a fait tout pour camoufler. On ne veut pas qu'on sache. On ne veut pas qu'on sache. On ne veut pas qu'on sache. Mais le baobab de Dieu est là. Il dit, c'est à cause du franc CFA. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Keïta aujourd'hui. C'est ça qui me plaît. J'aime quand on dit on n'est pas d'accord avec toi Keïta. Ça, c'est pas vrai. Ça, j'ai ça beaucoup. Et puis quand ça se réalise, vous allez être les premiers à m'envoyer les liens. On ne le croyait pas. Voilà ça maintenant. Ce que je dis, c'est à cause de la monnaie. Mais ça a déjà échoué puisque ici, la création de notre banque de stabilisation, c'est en réalité la création de notre banque centrale. Et on ne peut pas stabiliser une monnaie si on n'a pas le contrôle d'une monnaie. Comment une banque que nous créons pour stabiliser le pays, on ne contrôle pas cette monnaie. On n'a aucune souveraineté sur cette monnaie. C'est là que vous vous dites, le 6 juillet à Niamey, tout a été fait, tous les jets ont été décidés et jetés. C'est fini. On peut plus arrêter. On peut plus arrêter. Ni Bassirou, ni Fort, encore moins la CEDEAO. On peut plus nous arrêter parce que les peuples ont goûté au véritable pouvoir. À quoi sert réellement le pouvoir? À qui doit profiter réellement le pouvoir? Le peuple a goûté à ça. Vous croyez que ce peuple-là sera prêt encore à perdre ce pouvoir-là? Non. Et ce sont ces trois présidents-là qui ont remis le goût du pouvoir entre les mains du peuple pour que le peuple décide. Nous allons remercier cette grande dame, Fatmata Batuligang, pour ses grandes œuvres. La femme, elle est forte quand même, mais hivernage tout. Je crois que ils sont en train ils sont en train au niveau de, où est son truc là? Je suis en train de regarder. Fatmata, elle est forte. Hein? Alors, le temps de parler d'Ambicor. Le mouvement, nos produits d'AMSA, le 5, le DAMSA 5, c'est pour les hommes qui sont en perte de vitesse par rapport à la libido. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis de performance, ceux qui n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle en tant que mari, en tant qu'époux, et qui ont des soucis à ce niveau. Ça, c'est le DAMSA 5 et le 21. Maintenant, pour mettre de l'ordre dans les cellules, nettoyer le sang, parce que vous savez souvent, on ne vous dit pas suffisamment assez, les reins consistent à injecter de l'oxygène, à purifier le sang. La force du DAMSA 12, c'est d'abord de nettoyer le sang des résidus et des débris, les cellules mortes, les cellules fatiguées, et régénérer aussi les cellules qui sont
à mesure d'être régénéré, et puis nettoyer votre sang, et puis vous donner un visage plus beau, plus rayonnant que celui de Keïta. Parce que ça, c'est l'effet d'Amsa. Donc, parce que j'utilise beaucoup le 12. Le 12 aussi, il est bon contre les vaccins que vous faites, la COVID-19, et surtout avec cette nouvelle forme du COVID-19 qui arrive. Beaucoup de personnes auront besoin. Je dis, le 12, vous pouvez ne pas le prendre par rapport à une pathologie, mais avoir ça à côté, à la maison, pour la famille, c'est bon. C'est bon, à titre curatif. Donc, le 12, on vous le conseille vivement, puisqu'il peut aussi vous traiter convenablement et correctement le cancer, les trompes au boucher, tout ça et autres là. Quand vous avez les infections, ce qu'on appelle MST, les maladies sexuellement transmissibles, le Damsa aussi peut vous aider à ce niveau. Le 11, ça c'est pour ceux qui ont des problèmes de reins. Hein, nettoyer les reins, booster les reins pour que les reins puissent travailler correctement et puis véhiculer l'oxygène dont vous avez besoin tout en purifiant le sang. Donc, le 11, ça c'est pour les reins. Maintenant, le 12, je vous ai dit, ça c'est pour le sang et puis le traitement du cancer. Ok. Maintenant, il y a des maladies chroniques, il y a des fatigues, hypertension, hépatite B, alors et bien d'autres pathologies que je ne cite pas ici. Soit par combinaison, soit avec le 14, vous avez des résultats extraordinaires, des résultats excellents. Moi, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, non, c'était hier. J'ai fait, ça c'est ma famille, j'ai fait une grande livraison en Côte d'Ivoire hier. J'ai envoyé par courrier postal, c'est encore mieux que de faire par les cars là. Donc, désormais, on va arrêter les livraisons par car. Hein. En Afrique, on va faire soit par Western Union, soit par courrier postal. C'est plus rapide. Parce que souvent les gens attendent, ils n'ont pas leurs produits parce que la voie terrestre, avec les complications, surtout cette histoire de AES maintenant que la CDAO est fatiguée. Donc, par courrier postal, c'est plus sûr, c'est plus simple, c'est plus pratique. Voilà. J'ai envoyé un lot important, ma grande soeur, par exemple, qui a le glucose et puis plein d'autres choses. Et quand les gens font les traitements, ils font un retour, c'est extraordinaire, c'est excellent.